je voudrais faire un petit rappel anatomique pour vous faciliter la compréhension de ce qui va venir. Rapidement. C'est à 2 heures, à 13 heures de cours. Pas à 13h15, à 13h20. Alors, vous serez bien aimable d'éteindre vos portables, s'il vous plaît. Voilà, donc l'appareil urinaire, il est composé de vaisseaux, des reins, de voies express. Les vaisseaux, c'est l'artère rénale qui provient de l'aorte abdominale. Celle-ci va se diviser, elle va ramener le sang vers le rein. Elle va se diviser en plusieurs d'autres artères. Donc l'artère rénale va donner naissance à des artères segmentaires, par la suite à des artères lobaires. Ces artères segmentaires et lobaires vont s'infiltrer dans le parenchyme rénal, ramener du sang, donc, et par la suite des artères arquées. Vous allez le voir sur le schéma. Ces artères arquées vont encore se diviser pour donner naissance à de petites artérioles interlobulaires. L'artère interlobulaire va donner naissance à une toute petite artériole appelée artériole afférente. C'est l'artériole afférente, va se diviser en petits vaisseaux, donc, comme je viens de le dire, artère rénale, artère segmentaire, artère interlobaire, artère arquée, par la suite l'artère arquée, artériole interlobulaire. Cette artériole interlobulaire va donner naissance à une toute petite artériole appelée artériole afférente. C'est très important de comprendre le rappel anatomo-histologique parce que c'est de là que va découler tous les cours que vous allez faire en néphrologie. Donc cette petite artériole afférente va donner naissance à toutes des petites artérioles comme un peloton, comme une pelote, d'accord, appelée glomérule. C'est au niveau du glomérule que se fait la filtration glomérulaire. D'accord? Donc, le rein joue un rôle important dans l'homéostasie de l'organisme. Tout passe par le rein. Les médicaments, ce que nous mangeons, ce que nous consommons, ce que nous absorbons comme apport hydrique, l'apport de sel, le potassium, tout passe au niveau du rein. Et le mécanisme de filtration glomérulaire s'effectue au niveau du glomérule. D'accord? Donc, voilà. Alors, j'ai dit, l'appareil urinaire, il est composé. L'appareil urinaire, il est composé. Pardon, il y a un problème de contact. Hein? Oui. Essayez de déplacer le PC. Alors, l'appareil urinaire, je l'ai dit, il est composé de vaisseaux, donc j'ai détaillé les vaisseaux. Il est composé de 2 reins, en forme d'haricot, des voies excrétrices qui vont ramener l'urine dans un réservoir avant d'être éliminé vers l'extérieur. Donc, je viens de détailler les vaisseaux. Alors, les reins sont des organes pleins. Ils pèsent 150 grammes sur 12 cm de longueur.
d'accord, 6 cm de largeur et 3 cm d'épaisseur. Ce sont les dimensions normales du rein. Alors, le rein reçoit l'artère rénale qui vient de l'aorte. Comme vous le voyez, j'aurais aimé avoir un pointeur pour pouvoir vous expliquer encore mieux. Je vais passer. Alors, regardez bien. Le rein reçoit l'artère rénale, l'artère segmentaire, l'artère interlobaire, l'artère arquée. Cette artère arquée va donner naissance à une petite artériole interlobulaire. Celle-ci, regardez, l'artère interlobaire va s'infiltrer entre les pyramides appelées les pyramides de Malpighi et l'artériole interlobulaire donne naissance à une petite artériole appelée artériole afférente. Cette artériole afférente va se diviser en 6 à 8 petites artérioles appelées et former le glomérule. C'est à ce niveau-là que se fait la filtration glomérulaire. Le sang chargé de déchets azotés, chargé de produits toxiques, sera filtré, débarrassé de ces produits. Et donc, il va être un sang propre, net. Il va rejoindre une artériole appelée artériole efférente. Cette artériole efférente va rejoindre le système artériel péritubulaire, rejoindre les petites vénules, par la suite une veine segmentaire, avant de se déboucher dans la veine rénale. La veine rénale va rejoindre la veine cave inférieure et puis la circulation systémique. Jusque-là, c'est bon. Alors, j'ai parlé du glomérule. Le glomérule fait partie, du néphron. C'est quoi le néphron? Voilà. Donc, voilà. Donc, regardez, le rein, chaque rein, le rein d'un adulte, comprend 1 à 1,6 million de néphrons. Le néphron, c'est l'unité fonctionnelle du rein. Il est composé d'un glomérule et d'un système tubulaire. Le glomérule se charge de la filtration et le système tubulaire, le glomérule va produire une urine primitive. Cette urine primitive, à ce niveau-là, va se déplacer dans un système tubulaire composé d'un tube proximal, de l'anse de Henle et d'un tube distal, avant de se jeter dans le canal collecteur. Au cours de son déplacement, cette urine primitive va subir beaucoup de modifications, réabsorption et sécrétion, pour donner, in fine, une urine définitive. La première, c'est une urine primitive. Elle a la même composition que le plasma, avec les mêmes concentrations. Elle va subir, au cours de son déplacement, cette urine primitive, des modifications, réabsorption et sécrétion, pour donner naissance à une urine définitive qui va se jeter dans le calice, et les calices, plusieurs calices, 6 à 8 calices, et ça bouge où? Et ça bouge au niveau du bassinet. Par la suite, cette urine va être drainée par les deux uretères, se jeter dans le réservoir avant d'être expulsée à l'extérieur. Encore une autre image illustrative, regardez bien. Voilà, donc l'artériole, regardez, afférente, qui provient d'une artériole interlobulaire. La filtration, l'urine primitive se jette au niveau du tube proximal, la chambre urinaire, tube proximal, l'anse de Henle avec ses deux branches descendantes et ascendantes, le tube distal, et ensuite le canal collecteur. Cette urine, le sang, quand il est débarrassé de ses déchets, il va rejoindre une artériole efférente qui va rejoindre la circulation via le système péritubulaire artériel, puis
le système veineux qui rejoindra la veine arquée, la veine segmentaire, la veine rénale, la veine cave inférieure et la veine rénale, la veine cave inférieure et la circulation systémique. Jusque-là, c'est bon. Alors, c'est quoi l'insuffisance rénale aiguë? Comme je viens de le dire, le glomérule se charge de filtrer le sang, de le débarrasser de son excès d'eau, de le débarrasser des déchets azotés, le consommant des protéines, de se débarrasser d'un excès de potassium, d'assurer l'équilibre phosphocalcique, de sécréter l'érythropoïétine. Donc, le rein possède plusieurs fonctions, à savoir équilibre acido-basique, équilibre hydroélectrolytique, équilibre métabolique et une fonction endocrine. Donc, vous voyez quelles sont les différentes fonctions du rein. Alors, le glomérule assure la filtration. Quand il y a une cassure brusque, brutale, inattendue de cette filtration, on aura l'insuffisance rénale aiguë. C'est contrairement à l'insuffisance rénale chronique, donc le terme sera assuré par ma consoeur. Donc, l'insuffisance rénale aiguë traduit une cassure brutale, brusque de la filtration glomérulaire. Alors, il faut savoir aussi que ce glomérule qui assure la filtration glomérulaire, le débit de filtration glomérulaire chez un individu normal, il est de 120 ml minute. Bien sûr, il y a des variations physiologiques. Par exemple, chez la femme enceinte, il est plus important. Il va jusqu'à 130. Mais moyennement, nous avons un débit de filtration glomérulaire de 120 ml minute. Quand il y a une diminution brusque, brutale de ce débit, nous aurons une insuffisance rénale aiguë. Cette insuffisance rénale aiguë, elle s'installe d'une façon brusque et brutale en quelques heures à quelques jours. Le délai sur lequel se sont mis d'accord les différents scientifiques, c'est quelques heures à quelques jours qui ne dépasseraient pas 3 mois. Donc, dans les 3 derniers mois, s'il y a une perturbation du bilan rénal, une perturbation de la filtration glomérulaire, donc elle sera étiquetée comme insuffisance rénale aiguë. Cette insuffisance rénale aiguë, j'ai dit que le glomérule, le rein, se charge de l'homéostasie de l'organisme. Il se débarrasse de l'excès d'eau, l'excès de sodium, l'équilibre du potassium, l'équilibre phosphocalcique, l'équilibre acido-basique. Donc, quand on a une insuffisance rénale aiguë, nous aurons par conséquent la perturbation de tous ces mécanismes. Donc, nous aurons les déchets azotés qui seront retenus. Donc, l'urée-créatinine, l'urée et la créatinine, ce sont des bilans. La créatinine, c'est une enzyme musculaire qui est filtrée, éliminée par le rein. Donc, si le rein ne fonctionne pas, donc j'aurai une retention de l'azote, une retention de la créatinine. J'aurai une retention du potassium, une hyperkaliémie. Retention du potassium, c'est l'hyperkaliémie. J'aurai une retention d'eau, donc j'aurai tendance à une surcharge hydrosodée. On aura aussi une acidose. Alors, là je suis. Ça, le pointeur aurait bien fait les choses. Alors, il faut savoir aussi, donc, dans un premier temps, s'il y a perturbation de la filtration glomérulaire, il y aura les conséquences métaboliques, clinico-métaboliques. Retention de l'urée, de la créatinine, retention du potassium, retention du sodium, retention d'eau. Et retention des acides, donc une acidose. Les reins
dans l'insuffisance rénale aiguë sont antérieurement sains. Elle survient, cette cassure de la filtration glomérulaire survient sur des reins antérieurement sains. Le malade jusque-là n'avait rien. Il avait un bon bilan rénal. Il ne souffrait d'aucune maladie rénale chronique. Donc, les reins sont antérieurement sains. Cette insuffisance rénale aiguë contrairement à la chronique, elle est censée être réversible. Donc, c'est pour ça que le thérapeute doit intervenir rapidement. Parce que s'il y a un retard de prise en charge, les choses vont évoluer vers l'insuffisance rénale chronique. Donc, les reins sont sains, elle est réversible. L'insuffisance rénale aiguë, elle peut être soit à diurèse conservée, même si le patient, vous lui dites, vous faites une insuffisance rénale aiguë, il vous dit, quand j'urine normalement, ça ne veut rien dire. On peut avoir une insuffisance rénale aiguë à diurèse conservée. Comme on peut avoir une insuffisance rénale aiguë oligo-anurique. Alors, anurie, c'est une diurèse inférieure à 100 cc par 24 heures. Oligurie, c'est une diurèse inférieure à 500 cc par 24 heures. Et la diurèse normale supérieure à 500 par 24 heures. Donc, l'insuffisance rénale aiguë, elle survient d'une façon brutale sur des reins qui sont censés être sains. Elle est réversible et elle peut être oligo-anurique ou à diurèse conservée. Il y a une autre entité, donc gardez bien en tête, nous avons l'aigu, la chronique. Nous avons une troisième, une aiguë qui s'installe sur une chronique, qui complique une chronique. C'est-à-dire un patient suivi, il a une insuffisance rénale chronique, mais de temps en temps, il va dégrader sa fonction rénale suite à un écart de régime, suite à une prise de produits néphrotoxiques, surtout écart de régime, produits néphrotoxiques, suite à un déséquilibre tensionnel, un déséquilibre glycémique, par exemple chez les diabétiques. Voilà, ce sont un déséquilibre hypertensif. Donc, on appelle ça une note aiguë sur un fond chronique. C'est une troisième entité. Alors, maintenant, l'anurie. Il faut faire attention à la définition de l'anurie. L'anurie, c'est l'absence de filtration glomérulaire. Pourquoi on insiste sur ça? Parce qu'il ne faut pas confondre entre anurie et retention d'urine. Donc, tout patient qui vient vous dire « Docteur, je n'ai pas uriné depuis 24 heures, depuis 6 heures, depuis 12 heures », il faut toujours vérifier si votre patient n'a pas un globe vésical. Soit à l'examen clinique, une boussure suslubienne, soit à la mise en place d'une sonde urinaire. S'il ramène des urines, donc ce n'est pas une anurie, c'est une retention d'urine qui se voit sur un obstacle de drainage urinaire, un obstacle à l'évacuation des urines. Si le patient décrit une anurie, il vous dit « j'ai pas uriné depuis 6 heures, 12 heures, 24 heures », il ne faut pas prendre ce qu'il dit pour une certitude. Il faut vérifier si votre patient ne dit pas qu'il n'y a pas de lumière. Généralement, on ne prend pas beaucoup de temps. Peut-être que شوية ترجع. Moi, je ça va. C'est un cours qui est très long, donc j'espère enfin, l'essentiel. Alors, donc il faut vérifier si le patient ne fait pas tout simplement une retention d'urine. D'accord?
Donc, retention d'urine, le mettre en déficit dorsal, examiner votre patient, faire l'inspection de l'abdomen, voir s'il n'a pas un gros visible, une boussure suspubienne. Sinon, carrément, mettre une sonde et voir si le patient a des urines stagnées au niveau de la vessie. Alors, maintenant, on a défini l'insuffisance rénale aiguë. Cette insuffisance rénale aiguë, elle est bien sûr caractérisée par des stades. Nous avons le stade 1, quand il y a une ascension de 3 mg de créatinine. La créatinine, c'est le reflet de la filtration glomérulaire. Ce n'est pas l'urée, c'est la créatinine. L'urée, pourquoi pas l'urée? Parce que l'urée, elle est variable en fonction de ce que nous consommons comme protéines. Des fois, un patient, il a un bilan rénal normal et son urée, elle est élevée parce qu'il a trop consommé les protéines qui vont se dégrader en azote. Donc, l'urée, ce n'est pas le reflet de la fonction rénale. Il faut faire attention parce qu'il y a des gens, quand vous demandez un bilan rénal au laboratoire, il va vous faire urécie, elle est correcte, il ne termine pas. Il se contente de vous donner le résultat de l'urée. Il ne faut jamais accepter ça, il faut exiger la créatinine. La filtration glomérulaire, elle se traduit par la créatinine. Donc, nous avons dit, insuffisance rénale aiguë, il y aura ascension de l'urée et de la créatinine, il y aura une ascension, augmentation du potassium, il y aura une acidose, il y aura une retention d'eau et du sodium. Ce sont les conséquences de l'insuffisance rénale aiguë. Alors maintenant, il faut stadifier cette insuffisance rénale aiguë. Est-ce que c'est un stade 1? C'est quand nous avons une créatinine qui augmente de 3 mg. C'est quand nous avons une ascension de 3 mg de créatinine au bout de 48 heures. Sinon, plus de 50% au bout de 7 jours. Ça, c'est le stade 1. Donc, par exemple, un patient de 8 mg de créatinine, il a 8. Il a 8 mg. Alors, en 48 heures, après 48 heures, j'aurai 11. Ça peut. Alors, la créatinine, elle est de 6 à 10. Elle ne dépasse pas les 12. Chez l'homme, elle est de 8. Elle peut aller jusqu'à 14 au maximum. D'accord? Ce sont les chiffres normaux de créatinine. Donc, quelqu'un qui a une créatinine à 8, après 48 heures, nous avons 11 mg de créatinine. C'est une insuffisance. C'est un chiffre pas normal. Mais 48 heures avant, il avait 8 mg de créatinine. Sinon, plus de 50% de la moitié. Plus de 50% au bout de 7 jours. 7 jours après 7 jours, on rajoute plus de 50%, donc il fait 12 par exemple, ou 13 mg de créatinine. Donc c'est une insuffisance rénale aiguë, stade 1. Okay? Alors, le stade 2, c'est une créatinine qui double au bout d'une semaine. 8, il fait après une semaine 16. C'est un stade 2. Stade 3, quand il triple, multiplié par 3. Sinon, si on n'a pas un patient, vous lui posez la question, est-ce que vous avez une idée sur votre bilan rénal initial? Il vous dit non, je n'ai jamais fait de bilan. Donc, si le patient arrive avec 40 mg de créatinine, ou si vous indiquez, nous allons voir par la suite quelles sont les indications de dialyse, si vous indiquez une dialyse, il faut la considérer d'emblée comme une insuffisance rénale stade 3. D'emblée, aiguë, stade 3, jusqu'à vérifier les autres paramètres clinico-biologiques pour dire est-ce que c'est une aiguë ou chronique. Mais si vous indiquez une dialyse d'emblée, parce que le patient présente un problème quelconque, ou si vous avez 40 mg de créatinine, il faut la considérer comme une insuffisance rénale aiguë stade 3. Alors, vous avez remarqué, nous ne nous contentons pas uniquement de la créatinine, y compris la diurèse. Pourquoi on a rajouté la diurèse? Parce que tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des insuffisances rénales aiguës à diurèse conservée. D'accord? Donc, si on a une créatinine
qui augmente de 3 mg au bout de 48 heures et ou diurèse réduite inférieure à 0,5 mg/kg par heure pendant 6 à 12 heures, c'est un stade 1. Si la créa double au bout de 7 jours avec une réduction de la diurèse de moins de 0,5 mg/kg par heure pendant plus de 12 heures, c'est une IRA stade 2. Si la créate double au bout de 7 jours, ou carrément un 40 mg de créatinine d'emblée, ou nécessité de recourir à la dialyse, sinon une diurèse, là c'est et ou une diurèse inférieure à 0,3 mg/kg par heure pendant plus de 24 heures, ou anurie pendant plus de 24 heures, c'est-à-dire vous placez la sonde, il n'y a pas d'urine, donc ce n'est pas une retention, c'est une anurie, donc il faut la considérer comme une insuffisance rénale aiguë, stade 3. C'est bon jusque-là? Alors, bien sûr, vous n'allez pas comprendre les mécanismes de la filtration de l'insuffisance rénale aiguë sans avoir un aperçu sur la filtration glomérulaire. L'insuffisance rénale aiguë, c'est une perturbation brutale, brusque de la filtration glomérulaire. Cette filtration glomérulaire, elle s'effectue, se produit au niveau du glomérule. Elle est traduite par un débit. Donc, il y a une filtration, il y a un débit. C'est quoi le débit de filtration glomérulaire? C'est le produit. JD, c'est ça. C'est le produit d'une pression sur une surface. Donc, j'ai une surface qui est le glomérule, l'artériole afférente, l'artériole efférente. C'est le peloton vasculaire, c'est le glomérule. C'est à ce niveau-là où se passe la filtration glomérulaire. Donc, ce glomérule, il est soumis à des pressions. Bien sûr, il y a du sang qui arrive, donc il y a de la pression. Une pression sur une surface. Tous les capillaires constituent une surface. Donc, le produit de cette pression de filtration, appelée pression d'ultrafiltration, PUF, pression d'ultrafiltration, multipliée par la surface composée du glomérule. Donc, quand il y a une perturbation des pressions, un débit de filtration glomérulaire égal à la pression fois la surface. Coefficient de filtration. Alors, le coefficient, c'est surface et perméabilité. Prenez note, si vous avez des questions, on va les laisser en fin du cours et on essaiera de les voir ensemble, de les reprendre ensemble. Donc, je reprends, je reviens. La filtration se fait au niveau du glomérule. Elle est traduite par un débit de filtration glomérulaire. Éteignez vos portables. Elle est traduite par un débit de filtration glomérulaire. Nous avons vu le débit de filtration glomérulaire, il est de 120 chaque minute. Le rein filtre 120 ml du sang. Donc chaque minute, nous avons 120 ml qui passent et qui sont filtrés au niveau du rein. C'est le débit de filtration glomérulaire. Ce débit, il est assuré par quoi? Par un jeu de pression qui se déroule au niveau du glomérule. Ces pressions s'exercent sur une surface, sur un parenchyme, c'est-à-dire, imaginez un tamis, et vous allez, il y a de l'eau, bon, c'est schématique, sinon, et vous allez exercer une pression à travers les pores de ce tamis pour pouvoir appuyer, pour pouvoir recevoir un jus ou un extrait. Donc vous voyez, le glomérule, c'est comme le rebelle, tamis, il faut qu'il y ait des pressions. Ces pressions dépendent de la pression artérielle dans l'organisme et une surface. La surface, c'est le tamis. Donc ces pressions vont exercer un pouvoir de passage pour recevoir le jus au niveau du glomérule, produire l'urine primitive. C'est bon jusque-là. Alors cette pression, comme je viens de le dire, elle dépend de la pression artérielle systémique. La pression artérielle moyenne, elle est de 12 mm mercure. 120 mm mercure, 80. Vous savez ça.
Donc, cette pression à 120, elle va, en s'abaissant, elle va diminuer progressivement. 100, 70. En progression au niveau de l'aorte, elle est de 120. Arrivée au niveau de l'artère rénale, elle est de 100. Arrivée au niveau de l'artère segmentaire, elle est 90. Artère lobaire, 70. Jusqu'à l'artériole afférente. Pour permettre, cette pression, elle devient la pression du capillaire glomérulaire. Elle est de 55 mm mercure. Vous avez vu? Donc de 120 mm mercure, en arrivant au niveau du rein, elle a été réduite à 55 mm mercure. Parce que c'est un petit territoire, il est fragile, il est plein de petits vaisseaux, donc il ne faut pas qu'il y ait une grande pression, sinon ça va nuire au vaisseau. Il faut juste ce qu'il faut comme pression pour permettre les échanges. Alors cette pression dans le capillaire glomérulaire, suivez-moi bien, elle est favorable à la filtration. 55, elle va essayer de faire, elle est favorable. Voilà. Donc, c'est une pression qui dépend de la pression artérielle systémique. Alors, nous avons la pression hydrostatique exercée par les liquides et nous avons la pression oncotique exercée par les protéines. La pression hydrostatique, nous avons deux, la pression capillaire glomérulaire et la pression dans la chambre urinaire. Je vais y revenir. La pression oncotique, nous avons la pression des protéines dans le capillaire glomérulaire, et les protéines dans la chambre urinaire. Alors, on va les détailler. Donc, la pression hydrostatique dans le capillaire glomérulaire, elle est de 55. Elle est favorable à la filtration. La pression exercée dans la chambre urinaire, on a dit ça c'est le glomérule, et ça c'est le tube proximal. Donc là c'est le pôle urinaire. Il va recevoir l'urine primitive. Est-ce que c'est clair jusque-là? C'est très important parce que si vous comprenez le mécanisme, vous allez garder rapidement les différents mécanismes de l'insuffisance rénale aiguë. Je vais dessiner un schéma meilleur. Donc, c'est une artère rénale, artère segmentaire, artère interlobaire, lobulaire. Artère, bon. Voilà. Donc, voilà. Voilà le glomérule. Donc, l'artériole afférente ramène le sang. Il sera filtré. Et après filtration, nous aurons l'urine primitive. Ça, c'est le tube contourné distal, enfin, plutôt pardon, proximal. Bien sûr, le canal collecteur reçoit plusieurs néphrons. Le calice et le bacille. Donc, le glomérule, il est composé de vaisseaux. Ce vaisseau, plusieurs vaisseaux, 6 à 8, ils sont soutenus par un tissu appelé mésangium. Gardez ça parce que quand on fera le cours néphropathie glomérulaire, ça va vous être utile. Alors, et les glomérules reposent sur une membrane basale. Voilà, c'est la membrane basale. Bien sûr, là, il y a des cellules géantes, appelées podocytes. Donc, ce n'est pas important pour notre cours d'aujourd'hui.
l'essentiel. Le sang arrive au niveau du glomérule, il a une pression, il exerce une pression, elle est de 55 mm mercure. Certains ouvrages, on trouvera 45. C'est la pression du capillaire glomérulaire exercée par le sang. Elle est favorable à la filtration. La chambre urinaire exerce elle aussi une pression, mais elle n'est pas importante. Ce sont des urines déjà formées. Donc, cette pression au niveau de la chambre urinaire va essayer de s'opposer. Elle s'oppose parce que c'est comme si elle va essayer de faire une filtration dans l'autre sens. Donc, elle s'oppose à la filtration. Cette pression urinaire, elle est de 10 mm mercure. Vous voyez, celle-là, elle est plus importante. Donc, celle-ci, elle l'emporte. Vous êtes d'accord? Au niveau du sang, nous avons des protéines. Généralement, la pression oncotique, elle est de 38 à 40. Donc, les protéines, leur rôle, c'est de retenir les filtres, retenir les liquides. Donc, les protéines vont s'opposer aussi à la filtration. Donc, généralement, on a la pression oncotique dans le sang, dans le capillaire glomérulaire, elle est de 25 jusqu'à 30, selon les ouvrages. Donc, les protéines vont garder le liquide. Ils vont s'opposer à la filtration. Au niveau de l'urine, il n'y a pas de protéines. Donc, 0. Alors, la résultante de toutes ces pressions, celle-là, elle s'oppose à la filtration. Celle-ci, elle s'oppose à la filtration. Mais celle-là, elle est favorable. Donc, le 45 moins le 25 plus le 10. Donc, là, nous avons combien? 35. 35, 47, nous avons 10. Alors, la pression, vous voyez, elle est minime, mais elle est bénéfique. Elle permet la filtration glomérulaire. Est-ce que c'est clair jusque-là? Il y a des pressions et une surface. J'avais donné l'exemple du tamis, releveur. Donc, le glomérule, c'est le releveur, mais, par exemple, un jus avec des substances. Quand j'exerce des pressions, ça va passer. Donc, les pressions, c'est la résultante des pressions qui règnent de part et d'autre du glomérule. Certaines sont favorables, qui mettent la pression capillaire glomérulaire, et d'autres non, elles ne sont pas favorables. Elles vont s'opposer, mais la plus grande qui l'emporte. Donc la résultante, c'est 10 mm mercure. Alors, la filtration, j'avais dit, elle est traduite par un débit de filtration, pression d'ultrafiltration multipliée par un coefficient. Et ce coefficient, c'est quoi? Le tamis. Donc, c'est Hadarwa. S'il y a altération de ce tamis, par exemple, les pores du tamis sont abîmés, la membrane basale, elle est détruite par les infections, par les médicaments, par les produits toxiques, par une atteinte virale. Donc, si il y a lésion de cette surface, j'aurai aussi une baisse de débit de filtration. Donc, le débit de filtration baisse quand est-ce? Quand il y a diminution des pressions de filtration. Quand il y a diminution de cette surface. Alors, quand est-ce qu'il y aura diminution de pression de filtration? Hypotension. Parce que j'avais dit, rappelez-vous, que celle-ci dépend de la pression systémique. Il n'y a pas de choc. Il avait une tension 12, 8, 6, et il va vous dire, j'ai pas uriné. Vous allez prendre la tension, vous allez trouver un 8, et vous allez lui dire, ça se comprend, vous avez une hypotension. Et le rein réagit. Cette pression capillaire glomérulaire qui était favorable, elle va s'abysser, elle va s'annuler. C'est comme s'il répond à les deux autres. Hein? C'est la résultante des deux autres, ils vont l'emporter. D'accord? Donc, le débit de filtration glomérulaire qui traduit la filtration glomérulaire baisse d'une façon brutale quand il y a une atteinte, baisse des pressions, et quand il y a une baisse de la surface, du coefficient de filtration. Ce coefficient de filtration, il baisse quand est-ce? Quand il y a lésion de la surface, infection, néphrotoxicité, maladie de système, pathologie inflammatoire, diabète. Et quand il y a
une atteinte de la perméabilité, carrément. La membrane basale, elle est comme ça. Versant interne, endothélium. La membrane basale, on a le versant externe. Quand il y a lésion de cette barrière de filtration par un mécanisme quelconque, donc il y aura une baisse de débit de filtration glomérular. Alors, une autre juste. Maintenant, les mécanismes. J'avais dit, je recevrai l'urine, là, il y a l'urine primitive. Tube contourné proximal. L'adlance de Henle. Alors, l'urine primitive. Maintenant, rappelez-vous, j'avais dit que cette pression dans la chambre urinaire va essayer de s'opposer à la filtration. Vous êtes d'accord? Quand est-ce qu'elle va augmenter, cette pression dans la chambre urinaire? C'est quand il y a un obstacle. Ça, quand un tuyau et vous exercez une pression. Donc la pression va augmenter. Quand il y a un obstacle, quand est-ce que j'aurai l'obstacle? C'est quand, par exemple, lithiase, mais je vais vous dire, lithiase, elle s'effectue au niveau des voies urinaires par rapport aux voies intra-rénales. Comment? Tout simplement parce que, par effet rétrograde. Voilà. Donc, on a le rein, mais à condition, vous avez bien répondu, mais vous avez oublié de dire quelque chose. Lithiase bilatérale. Parce que si elle est unilatérale, elle n'aura pas d'effet. Votre rein, il est en train de faire le rôle de l'autre. Donc, par exemple, là, j'ai les voies urinaires, j'ai 2 lithiases. Alors, les pressions vont augmenter progressivement. Et de l'eau, jusqu'à arriver au niveau du tube collecteur, la pression augmente. Arriver au niveau du tube distal, la pression augmente. Et progressivement, par effet rétroactif, jusqu'à arriver au niveau de la chambre urinaire. Cette pression urinaire qui était toute petite, gentille, qui n'arrivait pas à faire son dégâts, donc elle devient très importante à cause de cet obstacle. Elle va s'opposer à la pression capillaire glomérulaire et elle va annuler la filtration. C'est pour ça l'obstacle, c'est une urgence. Quand il y a une lithiase bilatérale, un obstacle par adénome de prostate volumineux, il faut rapidement sauver les reins parce que plus on tarde, plus les dégâts vont s'installer. Donc, quand il y a la pression urinaire qui augmente suite à un obstacle, des fois, ce n'est pas des lithiases des voies urinaires. Des fois, ce sont de petits cristaux qui s'installent au niveau du canal collecteur, au niveau du tube distal. Quand est-ce que c'est l'exemple des patients qui subissent la chimiothérapie? Alors, les patients, quand on fait carrément processus tumoral, c'est le syndrome de lyse tumorale. Les tumeurs, les cellules tumorales, elles vont se lyser avec ou sans chimiothérapie. Elles vont libérer le contenu intracellulaire du phosphate, de l'acide urique. Ce phosphate et cet acide urique va se déposer dans le petit, parce que rappelez-vous, je vous ai dit, c'est des vaisseaux qui sont très fins. Donc, ils vont venir se déposer au niveau de ces voies urinaires qui sont trop fines et elles vont boucher cette canalisation. Et les pressions vont élever. C'est pour ça qu'on recommande chez ces patients-là une bonne réhydratation avant les séances de chimiothérapie. D'accord? Donc, elle s'annule quand la pression augmente. Elle s'annule quand la pression de capillaire glomérulaire suite à une hypotension baisse. Elle s'annule quand le coefficient de filtration par rapport à la surface et perméabilité sont abîmés suite à un processus infectieux inflammatoire, pathologie de système. Et quoi d'autre? Alors, le troisième mécanisme, quand il y a un défaut d'apport, quelqu'un qui a fait une déshydratation, diarrhée, vomissement, le rein s'adapte. Qu'est-ce qu'il fait le rein? De lui-même, il se protège le rein.
il fait tout pour protéger la filtration, Normal pour antidérivée. exercer la filtration. Qu'est-ce qu'il fait? Il va ouvrir les vaisseaux pour recevoir le maximum de liquide. Il va fermer l'artériole efférente. Il ferme. Stimulation de système rénine-angiotensine. Aldostérone, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va fermer l'artériole afférente, parce que les pressions d'aval augmentent pour qu'il y ait une filtration, et elle va ouvrir l'artériole afférente, ramener le maximum de liquide. Alors là, il y aura une vasodilatation, et là, il y aura une vasoconstriction. La vasodilatation. Donc, grâce à quoi? Grâce à l'enzyme de conversion. Stimulation du système rénine-aldostérone, sécrétion de l'enzyme de conversion. Cette enzyme de conversion va fermer le robinet, c'est-à-dire c'est comme si, pour vous donner un exemple illustratif, c'est comme s'il n'y a pas l'arrivée d'eau, par exemple l'eau de ville au niveau de la maison. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, on ferme les robinets pour qu'il n'y ait pas une fuite d'eau, parce qu'il n'y a pas assez d'eau qui arrive. C'est la même chose. Le rat, c'est ce qu'il va faire. Il va ouvrir les vaisseaux, l'artériole afférente, pour permettre une bonne filtration. Il va fermer l'artériole efférente. Maintenant, ça, si le patient, on ne sait pas, il a oublié de vous le dire, prend des médicaments qui vont perturber ce mécanisme, donc il aura une insuffisance rénale. Par exemple, un patient a de déshydratation, en même temps, il prend les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. L'enzyme de conversion, j'avais dit, elle ferme l'artériole efférente pour pouvoir garder les pressions d'aval importantes. Donc, si le patient prend inhibiteur de l'enzyme de conversion, il va y avoir une vasodilatation et ses pressions de filtration vont chuter. Ça. Maintenant, si le patient, la vasodilatation, elle se fait par quoi? Grâce aux prostaglandines. Si le patient prend les anti-inflammatoires, le Voltaren, le Felten, s'ils inhibent les prostaglandines, au lieu d'avoir une vasodilatation qui permettrait de ramener le maximum de liquide au niveau du globérule, il va y avoir une vasoconstriction. Donc le globérule ne reçoit pas assez de liquide. Et donc il y aura une cassure de la filtration globérulaire. Est-ce que vous avez compris? Donc voilà, globalement, là, donc, vous allez comprendre en lisant ce que je viens de dire. Vous voulez que je reprenne? C'est clair? Voilà, donc voilà. La résultante des pressions de filtration au niveau du globérule qui permet la filtration qui est de 10 mm. Alors maintenant, on va détailler. Voilà, donc c'est la même chose. C'est un peu plus. Donc, là, c'est la membrane basale. La membrane basale, c'est la barrière de filtration. Barrière, c'est à travers cette barrière que s'effectuent les échanges. Là, c'est le compartiment sanguin. Là, c'est le compartiment urinaire. Là, j'ai pression capillaire glomérulaire qui est de 55, 45 et 55. Elle dit, elle favorise la filtration. J'ai une pression oncotique exercée par les protéines. Ce que vous voyez là en rouge, elle s'oppose à la filtration. Elle est de 25. Pression oncotique capillaire glomérulaire. Là, j'ai une pression hydrostatique urinaire. Elle s'oppose à la filtration. Donc, ces deux-là s'opposent. Celle-ci, elle est favorable. Et la résultante, elle est de 10 mg. Pression de filtration, elle est de 10 mg, favorisant
la filtration glomérulaire. C'est bon jusque-là? Alors maintenant, passons. Alors, comme je viens de le dire, comme je l'ai dit déjà, donc, la filtration glomérulaire baisse quand la pression capillaire glomérulaire diminue, suite à une diminution de la pression artérielle systémique, à une hypovolémie, choc hémorragique, hémorragie de la délivrance, tous les mécanismes qui peuvent entraîner une diminution de la pression artérielle. Si la pression urinaire augmente quand il y a un obstacle sur les voies urinaires, sous réserve que cet obstacle soit bilatéral, ou carrément par obstruction des petits vaisseaux lors de la lyse du syndrome de lyse tumorale, soit d'une façon spontanée, soit suite à des séances de chimiothérapie. Vous allez voir, durant vos stages, les patients qui font les séances de chimiothérapie, souvent on les reçoit avec une lettre d'orientation avis en néphro, ils ont dégradé la fonction rénale suite à une séance de chimiothérapie. Soit qu'ils étaient, ces patients-là, probablement, ils étaient anormalement réhydratés. Il faut toujours réhydrater avant et après pour prévenir ce syndrome de lyse tumorale. Alors, le coefficient de filtration, je l'ai expliqué. Nous avons deux paramètres, la perméabilité, une lésion de la membrane basale infectieuse, inflammatoire, toxicité médicamenteuse, et une réduction de la surface. C'est, par exemple, l'exemple de la GNA. Le jour où vous dites syndrome néphritique aigu, GNA post-streptococcique, vous allez voir qu'il y aura, elle est décrite par l'insuffisance rénale aiguë. Pourquoi? Parce que tout simplement, le parenchyme, il y aura le glomérule sera envahi. Le glomérule, dans la GNA post-streptococcique, il sera envahi par les cellules inflammatoires. Donc cette surface sera réduite. D'accord? Donc soit atteinte de la perméabilité de la membrane basale, soit carrément une réduction de la surface, parce qu'il y a un envahissement par les cellules inflammatoires dans la GNA post-streptococcique. Alors, j'ai déjà expliqué la résistance de l'artériole efférente. On avait dit, il faut que ces résistances doivent être augmentées, vasoconstriction, pour préserver les pressions d'aval. Si ces résistances baissent, parce que le patient prend les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, donc nous aurons une insuffisance rénale aiguë. Généralement, le problème de résistance artériole afférente et artériole efférente, il ne s'installe pas comme ça. Il s'installe chez un patient qui est soumis à une hypoperfusion. C'est-à-dire, chez tout patient prenant anti-inflammatoire, il va développer une insuffisance rénale aiguë. D'accord? Si le patient, surtout sujet âgé, surtout le diabétique, surtout les patients qui sont en hypovolémie. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est recommandé, avant les sujets à risque, il est recommandé de faire un bilan rénal avant de prescrire les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou sinon les anti-inflammatoires. Ok? Donc, la résistance de l'artériole efférente baisse par l'inhibiteur de l'enzyme de conversion, expliquant l'insuffisance rénale aiguë. Et quand la résistance de l'artériole afférente augmente, d'accord, par l'utilisation des anti-inflammatoires qui vont inhiber les prostaglandines. Le rôle des prostaglandines, c'est de créer une vasodilatation permettant de ramener le maximum de liquide pour garder la pression de filtration adéquate. C'est bon. Donc, voici. Alors, pression liée à l'insuffisance rénale aiguë, elle est rencontrée quand il y a une baisse de pression dans le capillaire glomérulaire. Quand il y a une augmentation des résistances dans l'artériole afférente. Quand il y a une baisse de résistance dans l'artériole efférente. Quand la pression dans la chambre urinaire augmente. Et quand il y a une diminution de la surface. Ce sont les principales et les principaux mécanismes de l'IRA. Alors,
nous avons 3 types. Le rein, on reçoit un vaisseau. C'est appelé IARA prérénal. Quand c'est le rein qui est touché, IARA organique ou parenchymateuse. Celle-là, elle est organique. Organique parce qu'il y a une atteinte du parenchyme. Celle-là prérénale, elle est dite fonctionnelle. Elle est réversible. Mais quand il y a un retard de prise en charge de la fonctionnelle, il y aura un passage vers l'organique. Et nous avons l'IARA obstructif. Donc, vous voyez, nous avons 3 types d'insuffisance rénale. Obstructive, fonctionnelle et parenchymateuse organique. Alors, détaillons maintenant l'obstructive. Certains d'entre vous ont cité certains mécanismes. Donc, elle est due à un obstacle bilatéral. Sinon, s'il n'est pas bilatéral, si l'obstruction n'est pas bilatérale, il n'y a pas d'IARA. Il ne peut pas avoir une IARA. Sinon, l'obstacle survient sur un rein unique. Le patient, il a un seul rein. Il a une litière sur la voie excrétrice. Un seul rein, soit anatomique, il a un seul rein. Sinon, l'autre rein, il est détruit d'une tuberculose. Il a fait une chute, un traumatisme, un accident de la voie publique. Et donc, le rein, il a été opéré, on a enlevé un rein, et il lui reste un seul rein. Donc, soit le rein, il est anatomiquement unique, ou carrément fonctionnellement. L'autre rein, il ne fonctionne pas. Il a été détruit, par exemple, par une tuberculose. Donc, si l'obstacle s'installe d'une façon bilatérale ou sur un seul rein, anatomique ou fonctionnel, on aura l'IARA obstructive. Alors, on en a déjà parlé. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? L'obstacle va créer une augmentation des pressions dans la chambre urinaire, ce qui va annuler l'infiltration glomérulaire. L'obstacle, il peut être incomplet. Il peut être incomplet et donc la diurèse, elle est gardée. D'accord? Elle est conservée. Les urines passent quand il est incomplet. C'est quand il est complet où l'IARA s'installe. D'accord? Alors, l'IARA fonctionnelle prérénale, c'est dû à quoi? C'est dû à une hypoperfusion, déshydratation, diarrhée, vomissement, hémorragie. Donc, le rein ne reçoit pas suffisamment de liquide. Oui, alors, pardon, je termine. Soit cette hypovolémie, elle est vraie. C'est vrai que le patient, il est en hypovolémie. Un défaut d'apport à un sujet âgé, les chats bougent parce qu'ils n'ont pas la sensation de soif correcte chez le sujet âgé. L'enfant, les bébés, ils ne boivent pas suffisamment si on ne leur donne pas parce qu'ils ne s'expriment pas. Donc, s'il y a une hypovolémie vraie, c'est vrai que les volumes sont abaissés. Donc, on aura une insuffisance rénale. Et parfois, un autre cas de figure, c'est qu'il n'y a pas d'hypovolémie. Au contraire, il y a des sites de surcharge, mais le rein, il est en hypovolémie. On appelle ça hypovolémie efficace. C'est le cas de l'insuffisance cardiaque. Il faut savoir que le rein reçoit 20% du débit cardiaque. D'accord? Donc, quand le cœur ne pompe pas, il y a une défaillance de la pompe cardiaque. Fraction d'éjection. Alors, suivez-moi bien parce que là, voilà, d'accord. Quand il y a une baisse de la pompe cardiaque, la fraction d'éjection, elle est basse. Par exemple, 40%, 30%, 25%. Le débit, il est diminué au niveau rénal. Donc, le rein va souffrir, il va faire une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. C'est une hypoperfusion. Quand le
aussi, je reviens sur le terme d'hypovolémie efficace. Par exemple, en cas de décompensation car insuffisance cardiaque congestive, il y aura tendance à l'hypervolémie. D'accord. Donc, il y aura une congestion au niveau des cavités droites, l'oreillette droite et le ventricule droit. Cette congestion va exercer des pressions au niveau rénal, la veine cave inférieure, au niveau de la veine rénale, la veine. Cette pression qui est due à la congestion des cavités droites va étouffer, va entraîner un œdème interstitiel, va bouleverser les échanges au niveau rénal. D'accord? C'est comme si elle va l'empêcher de respirer, un étouffement. Donc, l'atteinte cardiaque retentit sur la filtration glomérulaire de deux manières. Par baisse de perfusion, elle ne lui donne pas assez de liquide, ou carrément par une augmentation des pressions, une congestion. Donc, les tubules qui passent au niveau du rein, le tube distal, proximal, à cause de l'œdème interstitiel, il va exercer une pression. Donc, ce qui va augmenter les pressions et qui vont annuler la pression de filtration. Vous voyez? Alors, revenons sur l'hypovolémie efficace. La décompensation cardiaque, un exemple. Le syndrome néphrotique, vous allez le faire. Le syndrome néphrotique, qu'est-ce qu'il y a? Dans le vaisseau, il y a une baisse de protéines qui part dans les urines, plus de 3 grammes par 24 heures. Qu'est-ce qu'il va y avoir? On a dit que les protéines retiennent l'eau. Quand les protéines vont passer dans les urines, l'eau va fuir vers le milieu interstitiel. Donc le vaisseau, il est vide de liquide. Le patient, il est en hypervolémie, il a des œdèmes. Mais il y a une insuffisance rénale. Pourquoi? Parce que tout simplement, les liquides qui devaient être dans le vaisseau, ils ne sont plus. Ils sont là où ils ne doivent pas exister. Donc, syndrome néphrotique. Le syndrome néphrotique, quand vous allez le faire, vous allez voir, il s'accompagne d'une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle par hypovolémie efficace. Les volumes sont normaux, voire même élevés, mais ils ne sont pas efficaces. Donc, le syndrome néphrotique et donc nous avons parlé de la décompensation cardiaque, nous avons parlé du syndrome néphrotique. Il y a un autre cas de figure, c'est les cirrhoses, la décompensation acidique, œdémateux-acidique de la cirrhose. La cirrhose, c'est un obstacle sur le drainage au niveau des veines rénales, des veines hépatiques, pardon. Et donc les liquides, il y aura une dilatation des vaisseaux splanchniques. Au niveau de l'estomac, il y aura une vasodilatation. Donc, il y aura une fuite de liquide vers le milieu interstitiel, vers le troisième secteur. Il y aura une hypovolémie efficace. Donc, les liquides vont fuir. Et le rein, il va souffrir, il va faire une réaction à cette hypovolémie, il va fermer l'artériole afférente, donc il n'y aura pas de filtration. Alors, l'hypovolémie efficace, elle est rencontrée dans 3 situations. Soit une insuffisance cardiaque congestive, syndrome néphrotique, cirrhose. Elle donne l'insuffisance rénale fonctionnelle par hypovolémie efficace. Ce n'est pas une hypovolémie vraie. Au contraire, nous avons tendance à la surcharge. Il y a des œdèmes, il y a de l'hypertension. Donc nous avons de la surcharge. Mais cette surcharge n'est pas bénéfique pour le fonctionnement du rein. C'est bon jusque-là? Nous avons aussi le sepsis. Quand il y a une septicémie, il y aura une vasodilatation, fuite des liquides vers le troisième secteur. Donc il y aura une insuffisance rénale fonctionnelle. Alors, l'IRA parenchymateuse. Alors maintenant, regardez bien, nous avons le parenchyme rénal, il est composé de quoi? Les pyramides de Malpighi, les vaisseaux, les glomérules, le système tubulaire.
interstitium. Je vous refais le D. Pyramide de Malpighi. 6 à 8 pyramides dans chacun. Donc, voici le glomérule. Nous avons une corticale et une médulaire. Donc, système tubulaire, canal conducteur. Voilà. Ça, c'est le glomérule. Nous avons les vaisseaux. Donc, le parenchyme. Alors, là, nous avons, au niveau du parenchyme rénal, nous avons les glomérules. Nous avons le système tubulaire, tubule. Nous avons des vaisseaux. L'artériole afférente, c'est un vaisseau. Le glomérule est un vaisseau. L'artère rénale est un vaisseau. Donc, nous avons des vaisseaux, grands et petits vaisseaux, et nous avons un interstitium. C'est un parenchyme, là où il y a le fibroblaste, les polynucléaires et tout ce qui s'ensuit. D'accord, les histiocytes. Donc, le tout, il baigne dans un interstitium. Alors, ça, c'est le parenchyme rénal. L'atteinte des glomérules est appelée glomérulopathie, glomérulonéphrite. L'atteinte des tubules, c'est une atteinte tubulaire. L'atteinte de l'interstitium, néphropathie interstitielle. L'atteinte des vaisseaux, néphropathie vasculaire. Et chacun de ces syndromes a des caractéristiques clinico-biologiques qui le déterminent. Donc chacun, nous avons des signes clinico-biologiques qui permettent de nous orienter vers une atteinte glomérulaire. Nous allons les voir par la suite. Nous avons des signes qui nous permettent de penser à une atteinte tubulaire. Nous avons des signes qui nous permettent de penser à une atteinte vasculaire. Et nous avons des signes qui nous permettent de penser à une atteinte interstitielle. Donc l'atteinte aiguë donnera une glomérulonéphrite aiguë, avec insuffisance rénale aiguë. L'atteinte tubulaire, nécrose tubulaire aiguë. Nécrose, appelée NTA, nécrose tubulaire aiguë, avec insuffisance rénale aiguë. L'atteinte des vaisseaux, insuffisance rénale vasculaire, par atteinte vasculaire aiguë. Et la néphrite interstitielle aiguë, avec insuffisance rénale aiguë. Ce sont les différentes atteintes du parenchyme rénal. Bon, c'est un cours, je vous ai dit au début, c'est un cours qui est quand même assez lent. On a essayé de vous donner l'essentiel et de le résumer. Voilà. Alors, comment penser à l'insuffisance rénale aiguë? Elle est découverte par l'ascension de la créatinine. Un bilan de routine, un bilan chez un jeune qui part au service national. Ils lui font une urécréatinine, il a une créatinine élevée, alors qu'il ne l'avait pas avant. Un patient qui vous dit « je n'urine pas normalement », donc vous demandez un bilan. Ce sont des circonstances de découverte de cette insuffisance rénale aiguë. Parfois, non. Devant des signes cliniques carrément. Un syndrome urémique aigu. Urécréatinine élevée avec acide urique élevé. Une acidose métabolique. Donc, il vient avec une respiration, avec une polypnée. Et vous demandez les gaz du sang, vous allez trouver un pH qui est bas. Une hyperkaliémie. Vous faites un ionogramme chez votre patient, donc vous trouverez un potassium élevé. Le syndrome urémique aigu, il associe tous ces critères. Urécréatinine, acide urique, potassium élevé, acidose, tendance à l'hyperhydratation, NOAP, hypertension artérielle, des œdèmes. Parfois, l'insuffisance rénale aiguë, par un patient qui est hospitalisé, il traîne, cette insuffisance rénale, elle a traîné. Donc, comme l'insuffisance rénale aiguë stimule les processus d'inflammation et le patient ne s'alimente pas parce qu'il est malade, donc il y aura tendance à la dénutrition. Donc, ils vont faire une malnutrition. D'accord? Tendance hémorragique. L'insuffisance rénale aiguë, c'est un mécanisme de stress pour l'organisme. Donc, il y aura une tendance hémorragique. Ils vont même faire des gastrites et des ulcères avec un saignement digestif. Alors, comment penser à l'insuffisance rénale
aigu devant quoi? Le diagnostic positif. Une créatinine élevée. Devant toute créatinine élevée, il faut rechercher l'absence de maladie rénale chronique antérieure. Je vous ai dit. Pourquoi ça fait Comment? Pourquoi l'absence? Normalement, on devrait avoir. C'est la chronique, Benti. C'est la chronique. J'avais dit sur un sein. Donc il faut lui dire, est-ce que il se présente pour un signe qui est assez. Il va vous dire, je fais des œdèmes, je vomis, il a un saignement, il a des hématémèses. Vous allez, c'est systématique, faire une créatinine. Vous allez trouver une créatinine élevée. Vous allez lui dire, l'interrogatoire, est-ce que vous êtes suivi pour une insuffisance rénale? Est-ce que vous avez une maladie rénale chronique? Vous dites que non, de ma vie, je n'ai pas eu de problème. Non, je ne suis pas suivi, je n'ai pas de maladie rénale chronique. Déjà. Est-ce que vous avez des créatinines récentes? Moins de 3 mois. Il va vous dire, oui, ça fait 15 jours, j'ai fait une créatinine, je trouvais normal. La créatinine datant de moins de 3 mois, elle est correcte. Donc, vous êtes dans l'aigu. Par contre, si vous allez fouiner dans son dossier, vous allez trouver une créatinine remontant à plus de 3 mois qui était élevée. Il avait déjà un 17, il avait un 18. Donc, vous allez lui dire, ce patient avait une maladie rénale chronique. Et donc, soit c'est une aiguë surajoutée, soit c'est une chronique. D'accord? C'est très important, l'interrogatoire. Il va vous orienter vers l'aigu ou le chronique. Un contexte évident, ils vont vous évacuer une patiente d'hémorragie de la délivrance en accouchant, elle a fait une hémorragie de la délivrance. Donc, pour une créatinine élevée. Donc, vous allez dire, c'est une aiguë suite à une hémorragie de la délivrance. Un patient, il va vous dire, ça fait 7 jours que j'ai une diarrhée, une gastro-entérite, je vomis sans cesse. Déjà, vous êtes orienté, vous allez voir, dire oui, bon, probablement c'est une aiguë fonctionnelle suite à une hypoperfusion rénale. Donc, ça va vous orienter. L'interrogatoire en néphrologie est très important. L'examen en néphrologie, souvent, il est pauvre. C'est l'interrogatoire, contrairement aux autres spécialités. D'accord? Donc, il faut être policier dans votre interrogatoire. Alors, je reçois un patient, je lui fais la créatinine, elle est élevée, je fais mon interrogatoire, je fais une échographie. Si la taille des reins, elle est correcte, je suis dans l'aigu. Le chronique, c'est des reins de petite taille. Qui m'a le raisin, la taille correcte. Qui m'a zbé. D'accord? Donc, le rein, il va se rétrécir. Il va se fibroser. La taille de rein réduite, c'est l'IRC. Taille de rein conservée, c'est l'IRA. Il y a des situations pièges, donc je ne voudrais pas citer maintenant, c'est pour ne pas vous perturber, mais on aura l'occasion d'en parler quand on fera le TD après. Alors, il n'y a pas, quand je demanderai un bilan, bien sûr, je vais faire la calcémie, la phosphorémie, la formule. Si je trouve une anémie normochrome, normocytaire, le chronique. Si je trouve une formule correcte, je suis dans l'aigu. Si je trouve une hypocalcémie, hyperphosphorémie, je suis dans le chronique. Si je trouve calcémie correcte, je suis dans l'insuffisance rénale aiguë. Donc vous voyez quels sont les critères qui permettent de faire le diagnostic différentiel entre aigu et chronique. Alors, bien sûr, je fais une créatinine, elle est élevée. Rapidement, devant toute créatinine élevée, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, rechercher les signes d'urgence. Il faut agir rapidement. Est-ce que le patient ne fait pas des stigmates cliniques qui m'imposeraient d'agir rapidement pour le sauver? S'il fait un OAP suffocant, il faut entamer le diurétique, le brancher en hémodialyse. S'il fait une hypercalémie avec des signes électriques à l'ECG, il ne faut pas non, je dois agir, sauver le patient. Par la suite, j'ai le temps de faire mon échographie, de faire les autres bilans. D'accord? Attention, l'aigu, là, c'est pour le court. Mais un patient qui vient avec un signe, vous faites un bilan, créatinine élevée, il fait un OAP, rapidement les diurétiques, il résiste aux diurétiques, il faut le dialyser.
Il fait une hypercalémie à 7, il faut le brancher en hémodialyse, il risque de passer. D'accord? Une hypercalémie menaçante. Il fait une acidose, il faut le dialyser. J'agis, je sauve mon patient. Par la suite, j'aurai le temps de demander les examens complémentaires qu'il faut pour voir est-ce que je suis dans l'aigu, parce que le chronique aussi, il y a l'acidose, il y a l'hypertension, il y a l'OAP. Donc, j'aurai le temps de demander l'échographie, voir est-ce que c'est une obstructive, est-ce que c'est une fonctionnelle, et terminer mes explorations. C'est clair? Alors, maintenant, je précise, est-ce que cette insuffisance rénale créatinine, est-ce que la diurèse, elle est conservée ou pas? Parce que, pourquoi? Parce que si le patient vous dit, je suis anurique, et pourquoi vous allez lui donner diurétique? Il est anurique. OK. Et puis, il fait un OAP avec une anurie. Donc, il faut penser à dialyser. Donc, la précision de la diurèse conservée ou non va m'aider dans ma conduite à tenir. Voici les différents critères qui nous permettent de différencier l'IRA de l'IRC. Alors, l'IRC, antécédent de maladie rénale chronique. Antécédent de diabète, d'hypertension, il fait des infections avec pyélonéphrite, il a une maladie de système, il est connu, il est suivi en consultation de néphrologie. Donc, il va vous dire, j'ai une insuffisance rénale. Je vous ai dit, une note aiguë peut s'installer sur un fond chronique. Il y a une hypocalcémie. Rappelez-vous, j'avais dit que le rein, il participe dans l'hydroxylation, la deuxième hydroxylation de la vitamine D. Donc, toute insuffisance rénale chronique entraînerait une hypocalcémie. L'anémie normochrome normocytaire. Pourquoi? Parce que le rein produit l'érythropoïétine. Et l'érythropoïétine va stimuler la moelle osseuse pour fabriquer l'hémoglobine. La taille des reins qui est réduite dans l'insuffisance rénale chronique. Contrairement, l'IRA, je n'ai pas d'antécédent de maladie rénale chronique, je n'ai pas d'hypocalcémie, je n'ai pas d'anémie et la taille des reins qui est conservée. Alors, les insuffisances rénales aiguës plutôt obstructives, lithiase, cancer digestif ou pelvien, vous allez me dire, où j'aime le cancer rénal, c'est parce qu'ils vont entraîner une pression sur les voies urinaires. Tumeur prostatique ou vésicale, empêcher le drainage des urines. La clinique, qu'est-ce qu'on va trouver? Notion de douleur lombaire, colique néphritique, une hématurie macroscopique caillottée, un globe vésical. Les touchés pelviens, vous allez trouver un blindage rectal ou vaginal. Si on fait une échographie, nous allons trouver une dilatation des voies excrétrices, dilatation biliaire. Parce que pourquoi il y a une dilatation, il y a une obstruction. Mais la dilatation doit être bilatérale, rappelez-vous. Si l'échographie ne montre rien, parfois on fait un scanner, mais sans injection de produits de contraste. Voilà, parce que déjà, il est nuisible pour les reins. Alors, il peut aider au diagnostic de petites lithiases, il peut montrer une infiltration rétropéritonéale, processus tumoral, il peut montrer même une fibrose. Alors, les causes de l'IRA, soit un obstacle sous-vésical, soit sus-vésical. Donc, vous avez l'adénome, vous avez le cancer, vous avez la maladie du col vésical. Nous avons la lithiase rénale bilatérale, la fibrose rétropéritonéale et les métastases. Alors, comment agir devant? Un patient vient pour une créatinine un symptôme, vous faites la créatinine, elle est élevée. Donc, si le patient fait des critères d'urgence, je le prends en urgence, je dois sauver le patient. Après avoir sauvé le patient, je fais une échographie. Là, je vais dire, est-ce que c'est une obstructive? Si je trouve une dilatation, si c'est une obstructive, je vais appeler mon collègue l'urologue pour placer une sonde, pour lever l'obstacle, pour drainer les urines. Soit je place une sonde urinaire parce que ça va favoriser la réversibilité de l'IRA. Si la sonde ne passe pas, je fais une ponction suspubienne. Si ce n'est pas possible, je vais placer une sonde endo-urétérale au niveau des urétères pour drainer les urines. Il faut à tout prix drainer les urines. Si encore ce n'est pas possible, ça sera une néphrostomie, un cathéter qui sera placé au niveau du rein. Donc les urines doivent être impérativement drainées.
S'ils ne sont pas drainés, la pression va augmenter et ça va détruire le parenchyme. L'IARA obstructive réversible va devenir une IARA irréversible. Donc voilà, il faut drainer les urines et par sondage vésical, cathétérisme suspubien, une néphrostomie ou montée de sonde urétérale. Alors, en drainant les urines, il y avait un obstacle, les pressions sont élevées. Donc, tout a été retenu. Si je draine, il y aura une débâcle urinaire. Le rein va éliminer tout ce qu'il gardait avant. Et il va se retrouver en hypoperfusion. Donc, il faut compenser les pertes hydroélectrolytiques drainées, ayant été extraites par le drainage. Donc, faire attention, après tout drainage, IARA obstructive, drainer les urines, faire face au syndrome de levée d'obstacle. Pour l'urologie, vous allez voir. Quand il place une sonde, il va vous dire, le patient, avant, il n'urinait pas, 4 litres, 5 litres, 6 litres. Il faut faire très attention. Ces déperditions hydroélectrolytiques doivent être compensées. Il urine 5 litres, je donne 5 litres dans un premier temps, 100%. Je vais réduire progressivement. D'accord? Donc, il faut compenser les pertes. Sinon, je vais entraîner une insuffisance rénale surajoutée fonctionnelle. Voilà. Insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Donc, suite à une déshydratation, la déshydratation, comment je la constate? Un pli, une hypotension, le patient, une casphulmisène, perte de poids, un pli, une hypotension, sécheresse des muqueuses. Alors, ou carrément par hypovolémie efficace. J'avais dit, insuffisance cardiaque congestive, syndrome néphrotique, cirrhose. Voilà, les signes biologiques. Alors, quand c'est une fonctionnelle, donc vous allez remarquer que le rein ne reçoit pas assez de liquide. Qu'est-ce qu'il va faire le rein? Il va essayer, le canal, de réabsorber proximal. Le rein, quand il ne reçoit pas assez de liquide, il va essayer de réabsorber le maximum d'eau, un verrouillage, ce qu'on appelle le verrouillage d'eau. Il va essayer et l'urée va suivre l'eau. Donc c'est pour ça que quand vous allez faire le bilan, le rapport urée sur créatinine supérieur à ça. Ça veut dire que l'urée dans le plasma, elle est proportionnellement plus élevée que la créatine. Donc, vous allez demander urée créatinine, une créatinine par exemple à 30, l'urée à combien? À 3 grammes. Donc ça va vous déjà. En voyant le bilan, vous allez dire l'ascension de l'urée, elle se fait plus rapidement que la créatine. Pourquoi? Parce que le rein, il est en train de réagir à une hypoperfusion. Il est en train de réabsorber chez l'humain et l'urée suit l'eau. Donc l'urée a été là plus rapidement que l'ascension de la créatinine. C'est pour ça que le rapport urée-créatinine est supérieur à ça. D'accord? Une créatinine à 18, une urée à 2. Vous allez dire qu'il y a une composante fonctionnelle, il y a une insuffisance rénale fonctionnelle. Ce sont des petits signes qui nous aident à poser le diagnostic. Alors, les indices traduisant la concentration des urines. Donc, le rein ne reçoit pas les liquides. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va absorber, il va retenir l'eau. Donc, qu'est-ce qu'il y aura? Les urées seront très concentrées. Donc, il va vous dire, j'urine 200 cc, 400 cc. Elles sont très concentrées. Donc, l'osmolarité urinaire sur l'osmolarité plasmatique, elle est plus importante, supérieure à 2. L'urée urinaire sur l'urée plasmatique, je parle de concentration, elle est supérieure à 10. La créatinine urinaire sur la créatinine plasmatique supérieure à 30. Et le sodium urinaire, il est bas parce qu'il est retenu par le rein. Le rapport, l'excrétion du sodium, elle est basse parce qu'elle est retenue par le rein. Le rein, il fait un verrouillage, il brûle les robinets. Donc, il ne laisse pas passer le sodium parce qu'il souffre. Donc, il garde l'eau, il garde le sodium. Et l'excrétion fractionnelle de l'urée, je vous ai expliqué pourquoi, elle est diminuée. Le rapport sodium sur potassium, il est inférieur à 1. Pourquoi?
Parce que tout simplement, quand il y a une hypoperfusion rénale, il y aura stimulation du système aldostérone-rénine, rénine-aldostérone, qui vont réabsorption du sodium, élimination du potassium, et donc dans les urines, nous aurons le rapport Na sur K inférieur à 1. Pourquoi? Parce que le sodium il est retenu dans le plasma et le potassium il est plus le dénominateur il est plus le potassium il est plus important dans les urines que le sodium. Le sodium il a été retenu par suite à la sécrétion de l'aldostérone. Alors, les étiologies de l'IARA fonctionnelle, donc les pertes extra-rénales, déshydratation, diarrhée, vomissement. Des pertes rénales, un malade qui est mis sous forte dose de diurétique sans contrôler son état d'hydratation, surtout sujet âgé. Déséquilibre diabétique, il fait 5 grammes de glycémie, il va faire une polyurie osmotique, il va se déshydrater. Insuffisance surrénalienne aiguë. La surrénale sécrète l'aldostérone. Quand il y a une insuffisance, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura une perte de sodium et perte d'eau. Donc, le patient va se retrouver en état de déshydratation. L'hypovolémie efficace, syndrome néphrotique, la cirrhose et syndrome cardio-rénal. Alors, les hypotensions de état de choc, un choc cardiogénique, un choc anaphylactique, un choc septique, il y a une hypoperfusion. Hypoperfusion des organes, y compris le rein. L'IARA hémodynamique, on en avait discuté. Ce sont les patients qui sont en déshydratation et qui prennent en parallèle les IEC ou les ARA2. Les IEC vont agir sur l'artériole efférente, et les AINS vont agir sur l'artériole afférente. Alors, l'IARA fonctionnelle est particulièrement, elle est sévère quand le patient subit ou lorsqu'on a une vasoconstriction de l'artériole efférente suite à l'administration des IEC ou l'administration des AINS qui empêcherait la vasodilatation de l'artériole afférente. Donc, le traitement de l'IARA fonctionnel, bien sûr, il y a une hypovolémie vraie, il faut remplir. Il faut ramener les solutés, soit par voie féroce, soit par voie parentérale. Généralement, on donne le sérum salé. Bien sûr, il faut demander une échocardio parce que si le patient il est cardiaque, il a une OG dilatée, vous n'allez pas remplir et risque de faire un OAP. Donc, il faut faire très attention. Il faut demander une écho-cœur et échographie de la veine cave. Il faut surveiller le poids, la tension artérielle, la diurèse et l'ionogramme. Un patient qui a un double de tension, vous le remplissez, tapez 1 litre par 24 heures, il faut voir. Déjà, ça vous permettra de surveiller est-ce que votre infirmier a donné les liquides. Si le patient ne prend pas de poids, c'est-à-dire 40, et vous le remplissez, le lendemain, vous allez trouver un 38. Ça veut dire que le patient n'a pas reçu ses liquides. Donc, il faut surveiller le poids. Si la tension persiste, elle est basse, ça veut dire qu'on n'a pas donné de liquide. Donc, la tension, le poids et l'ionogramme urinaire, c'est très important. La réhydratation ne doit jamais se faire sans surveillance. Alors, syndrome hépatorénal, les cirrhoses, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, il y a une vasodilatation, donc ils vont donner des vasoconstricteurs. Avec de l'albumine, il faut arrêter les diurétiques. Le syndrome néphrotique, il faut donner de l'albumine et les diurétiques, surtout quand l'albumine elle est inférieure à 20. Le syndrome cardio-rénal, il faut bien sûr rétablir l'hémodynamique cardiaque. D'accord? Donc, si c'est une insuffisance cardiaque gauche ou droite, donc il faut rétablir l'hémodynamique cardiaque pour faire face à cette insuffisance rénale aiguë par hypovolémie efficace. Alors, maintenant, organique, elle est, comment penser à une insuffisance rénale organique devant la présence de certains critères dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et comme il y a des signes clinico-biologiques qui orientent vers une nécrose tubulaire aiguë. Alors, NTA, comme vous voyez là, elle est caractérisée par quoi? Par une petite protéinurie. Il n'y a pas d'hypertension, il n'y a pas d'œdème,
il n'y a pas d'hématurie, il n'y a pas de, donc il n'y a qu'une petite protéinurie. Celle-là va orienter vers une nécrose tubulaire aiguë. Les tubules proximales, distales et collecteurs sont nécrosés. D'accord? Donc la réabsorption et sécrétion ne se fait pas au niveau du système tubulaire. Alors, l'absence de l'HTA, de l'hématurie, de la leucocyturie, d'œdème oriente vers une nécrose tubulaire. La néphrite interstitielle aiguë donnerait une insuffisance rénale aiguë. Elle est caractérisée par quoi? Une petite protéinurie, petite hématurie, leucocyturie. Pas d'œdème, pas d'hypertension. L'atteinte glomérulaire. Alors là, les atteintes glomérulaires, nous allons voir les néphropathies glomérulaires. Elle est caractérisée par les œdèmes, l'hypertension, la protéinurie, l'hématurie. Tous les six sont présents, pas comme la nécrose tubulaire. Et la néphropathie vasculaire, elle est bien sûr dominée, le tableau est dominé par une HTA, le syndrome hémolytique urémique de la pédiatrie. Vous allez voir, c'est l'hypertension qui domine le tableau. La protéinurie et l'hématurie, elles sont variables. Donc, nous avons des syndromes qui orientent vers l'atteinte d'un de ces éléments, de ces composants du parenchyme rénal. Voilà. Alors, pour poser le diagnostic d'une atteinte parenchymateuse fonctionnelle, on ne fait pas de biopsie. Obstructif, on ne fait pas de biopsie. L'atteinte organique. Il y a 3 atteintes qui justifieraient une biopsie rénale. C'est quoi la biopsie rénale? C'est un examen, c'est une exploration qui consiste à introduire une aiguille dans le rein. C'est le néphrologue qui l'a fait. On va retirer 2 carottes. Une carotte destinée à la microscopie optique et la deuxième à l'IF, une troisième en microscopie électronique. Cette étude permettra une analyse histologique qui va nous dire est-ce que c'est le glomérule qui est touché? Est-ce que c'est une atteinte interstitielle? Est-ce que c'est une atteinte vasculaire? Alors, la biopsie, elle est indiquée quand on suspecte une atteinte glomérulaire. Je vous ai dit quels sont les signes qui nous orientent vers une atteinte glomérulaire. Quand on suspecte une atteinte interstitielle, quand on suspecte une atteinte vasculaire. La nécrose tubulaire aiguë, on ne fait pas de biopsie. C'est le seul composant du parenchyme. Oui, on ne fait pas de biopsie, sauf s'il n'y a pas récupération au bout de 3 à 4 semaines. Pourquoi? Parce que la nécrose tubulaire, elle fait suite à quoi? C'est à des tubules qui sont très sensibles. Par exemple, un malade prend les anti-inflammatoires à forte dose. On en avait des cas, ils ont fait des insuffisances rénales aiguës par nécrose tubulaire suite à la prise d'alialis. Par exemple, les dépôts de produits dans le syndrome de liste tumorale au niveau de ces tubules. Donc, par exemple, ischémique, une fonctionnelle qui n'est pas prise en charge à temps. Donc, je traîne, il ne vient pas le patient. Elle est fonctionnelle, elle est réversible. Si elle traîne, elle va évoluer vers la nécrose, destruction des cellules, des tubules proximales, distales, l'os de Henle et collecteur. Donc, si la nécrose tubulaire, je la suspecte sur une protéinurie minime, il n'y a pas d'HTA, il n'y a pas d'œdème, il n'y a pas d'hématurie, je réhydrate, j'arrête le produit toxique. Si au bout de 3 à 4 semaines, le patient ne récupère pas, là je suis en droit, j'ai le droit de faire une biopsie rénale. Donc, sauf dans la nécrose, oui, je ne fais pas de biopsie, sauf si elle ne me récupère pas. Voilà. Donc, alors les étiologies de l'insuffisance rénale organique, donc parenchymateuse, nous avons vu la fonctionnelle, nous avons vu l'obstructif. Donc, là, c'est les insuffisances rénales parenchymateuses. On avait dit, il y a les tubules, l'interstitium, le vaisseau et les glomérules. Donc, la nécrose tubulaire aiguë, quand est-ce qu'elle se voit? Ischémique, une fonctionnelle qui n'a pas été prise en charge à temps.
par hypovolémie, donc les cellules vont se nécroser. Toxique, produit de contraste iodé. Faites attention à la prescription de scanner avec injection de produits de contraste. Il est toxique, il peut détruire les cellules du tube proximal. Les AINS, la gentamicine, certains s'amusent à prescrire de fortes doses de gentamicine, 82 fois, donc on en a vu jusqu'à maintenant. Donc, les aminosides, la gentamicine, les AINS, les anti-inflammatoires, pour les gens qui prennent à tort et à travers le Voltaren, le Felden, les produits de contraste peuvent entraîner une insuffisance rénale aiguë par nécrose tubulaire aiguë. Et précipitation intratubulaire, soit de chaîne légère, de myéla, soit le syndrome de lyse tumorale, soit les sulfamides, même le Bactrim, les sulfamides, s'il est prescrit à forte dose, peut se déposer sous forme de cristaux au niveau des tubules. Alors, l'IRA glomérulaire, vous allez voir la GNA post-streptocoxique. Je vous ai dit, envahissement de la lumière par les cellules inflammatoires. Et la rapidement progressive. Nous allons la détailler quand nous allons voir les néphropathies glomérulaires. L'atteinte tubulo-interstitielle. Alors, l'atteinte interstitielle, elle n'est jamais isolée. Souvent, parce que l'interstitium, il englobe les tubules. Souvent, quand il y a une atteinte interstitielle, il y a une atteinte tubulaire qui s'associe. Alors, l'atteinte interstitielle, soit c'est les infections, toutes sortes d'infections, leptospirose, la pyélonéphrite bilatérale. Leptospirose, c'est une maladie transmise par les urines de rat. Elle est très fréquente à Boufféric. D'accord? Et donc, il y a des patients qui arrivent en hémodialyse à cause d'une insuffisance rénale ictéro-hémorragique qui fait l'atteinte hématologique, atteinte hépatique, atteinte rénale. D'accord? Et elle existe. Donc, ce n'est pas l'apanage de la littérature. Elle existe vraiment, surtout la période natalité. On reçoit beaucoup de patients pour ce problème-là. Donc, c'est une atteinte interstitielle. Et immunoallergique. Oui. Et immunoallergique. Un patient qui prend, écoute, il a pris de l'ampicilline, il fait un rash cutané, douleur lombaire, des arthralgies, vous faites un bilan hépatique qui est perturbé, vous faites un bilan rénal, il est perturbé. C'est une atteinte insuffisance rénale aiguë immunoallergique. Le rein réagit négativement à cette molécule. D'accord? Alors, et les néphropathies vasculaires, l'HTA-maline, le CHU, que vous allez voir au stage de pédiatrie, et la maladie des emboles de cholestérol, quand le patient subit la cardio, ils font le cathétérisme, la coro. Donc, généralement, c'est des patients polyatéromateux. En introduisant le cathéter, il y a des emboles de cholestérol qui vont migrer au niveau des artères rénales. Et donc, ça va entraîner une obstruction et ça va entraîner une insuffisance rénale aiguë. La maladie des emboles de cholestérol. Voici donc les signes qui nous permettent maintenant, je vous ai dit, qu'il y a une insuffisance rénale aiguë qui peut évoluer vers l'insuffisance rénale organique par nécrose tubulaire. Voici les signes urinaires qui nous permettent de faire la différence. Je reçois un patient créatinine élevée, le tableau n'est pas évident, il est mitigé. Qu'est-ce que je dois? Je fais ionogramme urinaire. Je fais l'excrétion fractionnelle du sodium. C'est des signes qui se font au laboratoire. L'excrétion fractionnelle de l'urée. Je dose le sodium sur le potassium urinaire. Je dose l'urée urinaire sur l'urée plasmatique et la créatinine urinaire sur la créatinine plasmatique, ainsi que l'urée sur la créatinine. Si j'ai urée sur créate plus de 100, le sodium urinaire il est diminué, le Na sur K il est inférieur à 1, je m'oriente vers la fonctionnelle. Si au contraire, si le rapport il est inférieur à 50, le sodium urinaire il est supérieur à 40, l'excrétion elle est supérieure à 1%, ça va l'inverse, l'excrétion de l'urée est supérieure à 35% et le rapport Na sur K supérieur à 1, donc je m'oriente vers l'organique. Ce sont les signes urinaires qu'on fait, nous, en néphrologie. Voici. Donc, c'est à garder. C'est très important. Alors, c'est quoi le pronostic? Généralement, l'insuffisance rénale aiguë
elle est émanée de mortalité dans 10% des cas, voire 40% dans les services de réanimation. La mortalité, elle est due à quoi? Elle est due en fonction de la cause. Quand c'est un choc septique, quand c'est un choc hémorragique, généralement les patients décèdent. Quand cette insuffisance rénale aiguë survient chez un sujet âgé, c'est un sujet diabétique, c'est un coronaropathe, c'est un sujet cardiaque. Les complications, la mortalité, elle est aussi engendrée par les complications de la réanimation. Surtout, c'est des malades hospitalisés, ils font beaucoup de complications. Complications du cathétérisme. On les pique, on place des cathéters de dialyse, c'est des cathéters qui s'infectent. Ils font beaucoup de pneumopathie. Donc, et les infections nosocomiales. Donc, tout ça contribue, tous ces facteurs-là, soit la cause, soit le terrain, soit l'hospitalisation, et ils contribuent à l'augmentation du taux de mortalité chez les patients qui font une insuffisance rénale aiguë. Alors, le traitement de l'IRA organique, il faut traiter, prévenir les complications. Nous avons vu les complications. Adapter les médicaments. Quand un patient fait une insuffisance rénale aiguë, il faut adapter les médicaments. Il faut prévenir les hémorragies digestives en donnant les inhibiteurs de la pompe à protons. Par exemple, le Mopral. Il faut assurer un apport calorique suffisant parce que nous avons vu la dénutrition. Et la dénutrition, c'est un facteur prédictif de mortalité. Alors, l'hyperkaliémie. Maintenant, vous avez une hyperkaliémie. Patient Jacob, potassium 7. Menaçant. Attention à l'hyperkaliémie. Elle ne pardonne pas. Elle peut emporter le patient. L'hyperkaliémie est une complication grave et mortelle. Elle doit être systématiquement recherchée avec un ECG. S'il y a des signes électriques, il ne faut pas hésiter à traiter en urgence. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner le gluconate de calcium parce que ça va permettre de contrecarrer l'hyperkaliémie sur le muscle cardiaque. Gluconate de calcium, en injection, en IV. Après 5 minutes, je refais l'injection si la première n'a pas été efficace. Je dois donner le glucosé. Je mets dedans l'insuline. Pourquoi? Parce que l'insuline permet de rentrer le potassium dans la cellule. Les diurétiques, si la diurèse elle est conservée, rappelez-vous, si elle est conservée, je donne les diurétiques. Si la tension le permet, je donne les diurétiques. Ça va éliminer le potassium. Parce que le potassium ne pardonne pas et n'attend pas. Alors, si des signes électriques à l'ECG, j'ai un centre de dialyse à côté, il ne faut pas hésiter à dialyser votre patient. D'accord? Voilà. Le traitement de l'acidose métabolique, généralement l'acidose, elle est modérée, mais parfois elle est sévère quand elle survient sur une acidose lactique, sur une acidocétose diabétique. Le traitement de la surcharge hydrosodée. Alors, une diurèse, qu'est-ce que je dois donner? Je donne les diurétiques. Je donne les diurétiques Péros ou en IV. Bien sûr, il a un OAP, une hypertension menaçante, je ne vais pas donner Péros, je dois donner en IV. Maintenant, s'il y a résistance aux diurétiques, je passe à l'épuration, à la dialyse. Indication de la dialyse. Quand est-ce que je dialyse? De nécessité. Hyperkaliémie menaçante, 7 milli-équivalent, j'attends pas, il faut dialyser. Des signes électriques avec une anurie, il faut dialyser. Acidose métabolique sévère, avec un pH très bas, 7,15. S'il y a une hyperhydratation, voire HTA menaçante et OAP, il faut dialyser. S'il y a une urée intolérée, mal tolérée, supérieure à 60 millimoles par litre, c'est l'équivalent de 2 grammes à 3 grammes. Donc il faut, avec l'intolérance, les patients comateux, obnubilés, il vomit, donc ce sont les signes d'intolérance de l'urée. Il faut le dialyser. Parfois, certains auteurs recommandent une dialyse prophylactique quand le patient il est en anurie. Donc, pour pouvoir le réhydrater, je me trouve à l'aise dans le traitement, je préfère assurer des séances de dialyse prophylactique. Alors, il faut prévenir l'IRA, c'est très important. On a d'ailleurs le programme de refonte des études médicales de cette année-là. Ils ont inclus cet objectif dans les cours de néphrologie, la prévention de l'IRA. Prévenir l'IRA, comment? Tout patient
étiquetés comme sujets à risque, surtout les diabétiques, sujets âgés. Il faut prévenir l'installation de la nécrose tubulaire aiguë. Comment? Les patients qui ont une infection grave, en état de choc, subissant une chirurgie lourde, c'est-à-dire chirurgie cardiaque, ils vont subir une circulation extracorporelle prolongée, une intervention qui va intervenir sur l'aorte. Donc là, il faut assurer une bonne réhydratation avant le geste chirurgical. Parce que si on n'assure pas, le patient peut faire une nécrose tubulaire aiguë. Les sujets chez qui on doit assurer cette démarche, ce sont les sujets âgés, comme je l'ai dit, les diabétiques, les polyathéromateux et un patient a déjà une insuffisance rénale chronique. Donc, s'il subit une chirurgie lourde ou là, une chirurgie sur l'aorte, il faut faire attention, il faut assurer une bonne volémie chez votre patient. Alors, les apports hydrosodés seront bien sûr adaptés en fonction de la tension artérielle et de son poids, et bien sûr le contrôle de l'ionogramme. Alors, prévenir l'IRA fonctionnelle médicamenteuse. Voilà. Faire attention aux IUC et aux ARADO. Le patient âgé, un patient qui est déshydraté. Donc, avant de les prescrire, il faut faire une fonction rénale avant. Recontrôler 48 heures après la fonction rénale. Nous avons dit pourquoi. Donc, s'il y a une dégradation de plus de 30% de la fonction de base, il faut les arrêter. Vous allez le réintroduire avec petite dose. Si le patient redégrade sa fonction rénale, ça y est. S'il ne redégrade pas, c'est-à-dire qu'il y a une dégradation de moins de 30%, il faut les maintenir. Parce qu'ils ont un effet, vous allez voir quand vous allez faire l'IRC, un effet néphroprotecteur. Alors, les ANS sont contre-indiqués en cas d'hypovolémie, en cas d'insuffisance rénale. Prévention de la tubulopathie aux produits de contraste. Un sujet âgé, sujet déshydraté, sujet diabétique, s'il y a indication au scanner avec produits de contraste, il faut le réhydrater, il faut faire lettre, il faut préciser au radiologue de donner les produits de contraste à faible osmolarité. Faible. Parce qu'ils vont se déposer au niveau de tubules et vont entraîner une nécrose tubulaire, ils sont toxiques. Arrêt préalable, regardez ce qu'on doit faire. Un doigt chez qui on prescrit le diabétique sujet âgé, on lui prescrit un scanner avec produit de contraste. On arrête les diurétiques, s'il est subdiurétique, on arrête les anti-inflammatoires, on doit assurer une bonne hydratation et on doit utiliser les produits de contraste de faible osmolarité. Prévenir le syndrome de lyse tumorale. Comment? En assurant une bonne réhydratation avant et après la chimiothérapie. Voilà. Voilà, sur le plan pratique, j'ai comme un malade, vous faites une créatinine, elle est élevée. Éliminez les signes d'urgence. Hyperkaliémie, OAP, hypertension. Il faut les éliminer. Il faut traiter votre patient. Il faut assurer sa prise en charge. Il faut sauver le patient. Hyperkaliémie, acidose, œdème du poumon et hypertension. Les signes d'urgence qui vous imposent une prise en charge rapide. Après ça, faites une échographie. Vous êtes dans l'obstructif, vous avez une dilatation bilatérale. Appelez l'urologue. IRA obstructif, il faut lever l'obstacle. Je lève l'obstacle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Attention au syndrome de levée d'obstacle. Donc, il faut réhydrater. Donc, si j'élimine une aiguë, je dois éliminer une fonctionnelle. Je dois éliminer une fonctionnelle parce que la fonctionnelle, si je traite rapidement, elle est réversible. J'élimine une fonctionnelle, bien sûr avec les signes que j'ai cités tout à l'heure, et en fin de compte, pensez à une organique. Si je pense à une organique, orientez le patient vers le néphrologue. Il doit être hospitalisé en service de néphrologie. Et là, alors l'insuffisance rénale organique, comme vous la voyez là, donc vous avez l'obstructif, la prérénale, la rénale,
et l'obstructive. Donc, l'IRA obstructive, le drainage, traitement de syndrome de levée d'obstacle. Voici la néphrostomie dont je vous ai parlé tout à l'heure, un cathétérisme au niveau rénal, ou carrément par une sonde urinaire ou cathétérisme suspubien. Bien sûr, attention au syndrome de levée d'obstacle par la réhydratation en IV en ramenant les solutés et les électrolytes adaptés à la diurèse. L'IRA fonctionnel. Si c'est une hypovolémie vraie, remplir par des solutés isotoniques. Si c'est une hypovolémie efficace, il faut rétablir la volémie efficace. Syndrome néphrotique, on appelle de l'albumine avec des diurétiques. La cirrhose, on donnera les vasoconstricteurs avec de l'albumine. Et l'atteinte cardiaque, le rétablissement de l'hémodynamisme cardiaque en faisant appel au cardiologue. Arrêtez les INR devant toute insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Faites attention les INS et les IEC parce qu'ils viennent aggraver. C'est une IRA hémodynamique qui vient majorer l'IRA fonctionnelle. L'insuffisance rénale aiguë organique, elle est hospitalisée en néphrologie. Devant suspicion d'une interstitielle vasculaire, glomérulaire, on fait une biopsie. Ça va nous aider au diagnostic. Devant la nécrose tubulaire, on ne fait pas, sauf si celle-ci ne récupère pas dans 3 à 4 semaines. Et là, après la biopsie, on a le choix de traitement, corticoïdes, immunosuppresseurs, échange plasmatique et antibiothérapie, quand c'est une interstitielle post-infectieuse, qui met la leptospirose. D'accord? Donc voilà, traitement, prévenir les complications. Je vous mets les complications, l'hypertension artérielle et la surcharge hydrosodée. Prise en charge de l'hypercalémie, donner un apport calorique suffisant de 20 à 40 kilocalories par kilo par jour, traiter l'acidose et bien sûr lutter contre les hémorragies digestives. Voilà, donc voilà le cours de l'IRA. Si vous avez des questions qui ne sont pas claires,